Les premiers nombres, la première sorte de nombres que vous avez rencontrés, ce sont des entiers naturels. On avait 5 par exemple, on peut très bien avoir 15, 128, 1342. Voilà des nombres entiers naturels, je vais les regrouper. Puis nous avons voulu être plus précis. Par exemple, pour mesurer ce segment, on s'aperçoit que ce segment ne fait pas 4 cm juste. On s'est dit, l'unité, le centimètre, on va le découper en 10 pour être plus précis. On a fabriqué des dixièmes. Donc ce segment fait combien de dixièmes de centimètre? Il fait exactement 44 dixièmes. Et pour l'écrire, ce nombre, on pouvait l'écrire, par exemple, 4 unités, 4 centimètres. Et pour montrer qu'on était maintenant au millimètre, c'est-à-dire au dixième de l'unité, on mettait une virgule. On peut ainsi fabriquer une infinité de nombres. 0,43, 13,27, 434,3. Tous ces nombres sont des nombres décimaux. On les appelle des nombres décimaux. Alors attention, 5, c'est un nombre décimal. Je peux très bien dire que 5, c'est 5 et 0 dixième. Ou 5 et 0 centième. C'est la plus grande famille de nombres que nous avons vue jusqu'à maintenant. Bien sûr, chacun de ces nombres, je peux les écrire sous forme de fractions. 4,4, c'est 44 dixièmes. 44 dixièmes, voilà une fraction. Bon, c'était pas la seule façon de le faire. Je pouvais très bien écrire 4,4 sous la forme 440 centièmes. 0,43, c'est bien sûr 43 centièmes. Si j'ai 5, je peux l'écrire 500 centièmes ou 50 dixièmes. Je peux ainsi faire avec chacun de ces nombres. Je peux même par exemple écrire 1342 sous la forme de 1342 sur 1. Mais est-ce que je peux mettre toutes les fractions dans cette grande famille? Si je mets 5 demi, bon, 5 demi, 5 divisé par 2, ça fait 2,5. C'est bien un nombre décimal. Mais si je prends maintenant 5 tiers, 5 divisé par 3, une fois 3, 3, octet de 5, 2, j'abaisse le 0, 6 fois 3, 18, octet de 22, et je vais continuer sans arrêt. Je vais avoir un nombre avec un chiffre qui va se répéter sans arrêt dans la partie décimale. 5 tiers ne fait pas partie de la famille des nombres décimaux. Il a un nombre infini de décimales. Donc ce nombre, il est à part. Il est ici. Il s'écrit sous forme de fraction, mais ce n'est pas un nombre décimal. 46 onzièmes qui s'écrit aussi 4,18, 18 qui se répète sans arrêt périodiquement, 18, 18, 18. C'était le cas aussi avec 5 tiers, on avait 6 qui se répétaient. Ou encore 1201 sur 990, qui me donne lui 1,213, 13, 13, avec 13 qui se répètent ensuite périodiquement sans arrêter. Eh bien, tous ces nombres, que je peux donc écrire sous forme de fractions, font partie de la grande famille des rationnels. Ce sont tous des nombres rationnels. Rationnel qui vient du latin ratio, qui veut dire rapport, fraction.
tous les nombres rationnels, on peut les écrire sous forme de fractions. Vous auriez peut-être envie de me dire que finalement tous les nombres sont des nombres rationnels. Mais avez-vous remarqué la chose suivante? Regardez tous les nombres qu'on a écrits sous forme de fractions. Quand on veut les écrire sous forme décimale, sous forme de nombre à virgule, on s'aperçoit que de toute façon, ils vont s'écrire avec une série de chiffres qui va se reproduire sans arrêt. 4,18, 18, 18. Bon, si j'ai évidemment ici 5,5 qui me donne 2,5, 2,5, c'est aussi 2,5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est le 0 qui se reproduit. Quand j'ai 1201 sur 990, j'ai le 13 qui se reproduit. 5 tiers, le 6, périodiquement, sans arrêt, le même chiffre qui revient. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un nombre sous forme de fraction, quand vous allez vouloir l'écrire sous forme décimale, eh bien, vous allez avoir périodiquement une série de chiffres qui se reproduit. Alors attention, vous pouvez faire l'expérience avec votre calculette. Vous avez parfois cette série qui comprend un nombre très important de chiffres. Regardez, si je prends par exemple le 15 17e, eh bien, la période, elle est de 16 chiffres. Donc les 16 chiffres réapparaissent à l'infini périodiquement. Bon, ça peut aller très loin, évidemment, une centaine de chiffres. Mais, à chaque fois que vous allez avoir une fraction, quand vous voulez l'écrire sous forme décimale, forcément, vous avez une série de chiffres qui se reproduit. Or, il y a des nombres qui, sous leur forme d'écriture décimale, n'ont pas cette série de chiffres qui se reproduit. Le nombre pi, par exemple, 3,14, 15, 9, etc. Ce nombre n'est pas un nombre rationnel. De la même façon, un nombre que vous n'avez peut-être pas encore vu, mais que vous allez voir très rapidement, qui s'appelle racine de 2, vous savez vraisemblablement ce que c'est le nombre qui multiplié par lui-même donne 2, eh bien, ce nombre n'est pas un nombre rationnel. Vous n'aurez pas de série de chiffres qui se reproduit. De tels nombres, ici, sont appelés des nombres irrationnels. En résumé, tout nombre rationnel peut s'écrire sous forme de fraction. À titre d'exercice, complétons ce petit tableau. Il s'agit de mettre une croix dans les bonnes cases. 3,5, est-ce que c'est un nombre entier naturel? Non, bien sûr. C'est un nombre décimal, il y a un nombre fini de décimale derrière la virgule. Est-ce que c'est un nombre rationnel? Oui, bien sûr, on peut l'écrire sous forme de fraction. 3,5, c'est aussi 35 dixièmes ou 350 centièmes. 7, c'est un entier naturel. Est-ce qu'il est décimal? Oui, bien sûr. Comme tout entier naturel, on pourrait s'écrire 7,0. Est-ce qu'il est rationnel? Il est bien sûr rationnel. On pourrait l'écrire 7 sur 1, 70 sur 10, etc. Si je prends maintenant 7 tiers, 7 divisé par 3, il y va 2 fois, il reste 1, j'abaisse le 0. 3 fois 3, 9, ôter 10, 1, j'abaisse le 0. Bon, ben, je pourrais continuer sans arrêt. J'ai le 3 qui se répète périodiquement. On est donc en présence d'un nombre rationnel, bien sûr. Est-ce qu'il est décimal? Eh bien, justement, nous venons de montrer qu'on a une suite infinie de chiffres derrière la virgule. Il n'est pas décimal. 1,5 c'est 0,5. Est-ce que c'est un nombre décimal? Oui. C'est un nombre rationnel, évidemment. Il s'écrit sous forme de fraction, la preuve. Il n'est pas irrationnel. 235e. Je n'ai même pas besoin de faire la division. 230, je sais que c'est un nombre qui est divisible par 5, puisqu'il se termine par 0. Les nombres divisibles par 5 se terminent par 0 ou 5. Donc 230 sur 5, ce sera un nombre entier naturel, donc décimal, donc rationnel.
Pi, nous l'avons vu tout à l'heure, pi c'est un nombre irrationnel. De la même façon, racine de 2 est irrationnelle. Enfin, si je prends racine de 100, quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 100? C'est 10. C'est un nombre entier naturel, donc décimal, donc rationnel. J'ai ici l'égalité 18 égale 9 fois 2. Cette égalité, elle me donne plein de renseignements. 18 est un multiple de 9. 18 est un multiple de 2. On peut dire aussi que 18 est divisible par 9. 18 est divisible par 2. On dit aussi que 9 divise 18. 9 est un diviseur de 18. 2 est un diviseur de 18. Si je voulais trouver tous les diviseurs de 18, bon, évidemment, je pourrais regarder chaque table de multiplication, voir où je trouve 18, mais il y a une méthode qui me paraît plus intéressante. On va décomposer au maximum 18. Ça me fait 3 fois 3 fois 2. Et on va trouver ainsi plus facilement les diviseurs. On a bien sûr 2, 3. Alors, lesquels je peux fabriquer? 2 fois 3, 6. 6, c'est bien. 6 fois 3 me donne bien 18. 3 fois 3, 9. Bon, et puis il y en a deux qu'il ne faut jamais que j'oublie. 1 est un diviseur de tous les nombres. Tous les nombres sont divisibles par 1. Bon, 18 est bien sûr divisible par lui-même. Donc 2 qu'il ne faut jamais oublier. Nous avons le même travail avec 45. 45, c'est 15 fois 3. C'est-à-dire 5 fois 3 multiplié par 3. J'ai décomposé au maximum. Ça va me servir à trouver les diviseurs. J'ai bien sûr 3, 5, je peux fabriquer 3 fois 3, 9, je peux fabriquer 3 fois 5, 15, et puis, les deux dont je parlais tout à l'heure, j'ai forcément 1 et 45 lui-même. Il y a des diviseurs qui fonctionnent pour les deux nombres. Quels sont les diviseurs communs à 18 et 45? Ben 1, évidemment. Qu'est-ce que j'ai encore comme diviseur commun? Ben 9, ici. Et puis, 3. À noter que 1, il sera toujours diviseur commun à deux nombres. Et je vais m'intéresser au plus grand de ces diviseurs communs. Le plus grand, vous le voyez bien sûr tout de suite, c'est 9. 9 est le plus grand diviseur commun à 18 et 45. On dit alors que 9 est le PGCD de 18 et 45. C'est un peu étonnant parce que ça nous donne plus grand commun diviseur. Alors cela viendrait de l'ancien français. On en voit encore quelques expressions. Par exemple, quand vous dites sans aucune commune mesure, on a l'adjectif commun qui est avant le nom. Donc soyez pas surpris, PGCD, ça veut bien dire plus grand commun diviseur. On peut donc écrire PGCD, parenthèse, 18, 45 est égal à 9. Si je prenais maintenant 15 et 14, les diviseurs de 15, 1, 15 bien sûr, 3, 5. Les diviseurs de 14, 1 bien sûr, 14, 2, 7. Ces deux nombres, 15 et 14, n'ont aucun diviseur commun à part le nombre 1. Ce n'est pas une surprise, 1 divise tous les nombres. Dans ce cas-là, on dit que 15 et 14 sont premiers entre eux. Le seul nombre qui va les diviser tous les deux en même temps, c'est le nombre 1. Cela vient donc à dire que leur PGCD, leur plus grand commun diviseur, c'est forcément 1.
Si vous trouvez un plus grand diviseur commun qui est 1, vous êtes certain que les deux nombres de départ, ce sont deux nombres qui sont premiers entre eux. Avant que nous poursuivions avec le PGCD, vous allez peut-être me dire, mais à quoi ça sert de calculer ce PGCD? Est-ce que ça va nous servir à quelque chose? Bien, regardez, si on prend l'exemple de tout à l'heure, nous connaissons le PGCD de 18 et de 45. C'est 9. Si nous voulions simplifier justement la fraction 45 sur 18, il faudrait trouver un diviseur commun, et à ce moment-là, on pourrait simplifier, on pourrait utiliser par exemple le 3, 3 fois 15, 45, 3 fois 6, 18, je peux simplifier par 3. Mais là, je m'aperçois que je peux encore simplifier. Donc à quoi ça sert notre PGCD? Ça sert à trouver le plus grand diviseur que je peux utiliser. Puisqu'on a trouvé 9, on est sûr que si on écrit le numérateur et le dénominateur en utilisant 9, on est sûr qu'on obtiendra la fraction irréductible une fois qu'on aura simplifié par ce PGCD, c'est-à-dire par 9. Donc voilà un exemple d'utilisation du PGCD. Ça me permet d'écrire une fraction sous sa forme irréductible. Je trouve le plus grand diviseur commun aux deux nombres, donc à ce moment-là, je sais que c'est ce diviseur commun qui va me permettre de simplifier au maximum la fraction. Alors justement, si nous reprenons ce que nous avons fait tout à l'heure, il a fallu écrire tous les diviseurs de 18, tous les diviseurs de 45. Ensuite, on prenait les diviseurs communs et on prenait parmi les diviseurs communs le plus grand. Vous comprenez bien que ça nous prend énormément de temps. En plus, si on a des nombres très grands, on va se retrouver avec un nombre de diviseurs très important. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est une méthode, même deux méthodes, pour aller beaucoup plus rapidement. Reprenons justement les deux nombres 18 et 45. 3, c'est un diviseur commun à 18 et 45. Mais si je fais la différence de 45, 18, ça me fait 3 fois 15, moins 3 fois 6. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? 3. Ça fait 3 fois 15 moins 6, c'est-à-dire 3 fois 9. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que si 3 était un diviseur commun de 45 et 18, c'était forcément un diviseur de leur différence. Je vais me servir de cela pour trouver une méthode en faisant des soustractions sans arrêt. J'écris 45 moins 18. 45 moins 18, ça fait 27. S'il y a un diviseur qui marche pour 45 et 18, s'il y a un diviseur commun à 45 et 18, il est évidemment commun à 18 et 27. D'après ce qu'on vient de voir. Donc, si je fais 27 moins 18, ce qui fait 9, je peux dire que le diviseur qui marchait pour 27 et 18, il marche bien sûr aussi pour 18 et 9. Et on continue. On prend chaque fois les nombres les plus petits, on les soustrait. Et le diviseur qui marche pour 18 et 9, il marche forcément pour 9 et 9. Et quel est le diviseur commun le plus grand à 9 et 9? C'est 9 lui-même. Donc je trouve ainsi que le PGCD de 18 et de 45, c'est 9. La méthode que j'ai employée, c'est la méthode des soustractions successives. Si j'ai un diviseur commun à 45 et 18, il est aussi commun à 18 et 27. S'il est commun à 27 et 18, il est aussi commun à 18 et 9.
Enfin, s'il est aussi commun à 18 et 9, il est commun à 9 et 9. Et le plus grand diviseur commun, c'est ce que j'étais en train de chercher, de 9 et 9, c'est bien sûr 9 lui-même. Vous arrêtez de faire des soustractions quand vous avez ici ce deuxième terme qui est égal ici au résultat. Calculons le PGCD de 44 et 20 en utilisant la méthode des soustractions successives. Bon, je commence. 44 moins 20, 24. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait ensuite? On prend les deux nombres les plus petits, on les soustrait. 24 moins 20 égale 4. On continue. 20 moins 4 égale 16. On continue. 16 moins 4 égale 12. 12 moins 4 est égal à 8. 8 moins 4 est égal à 4. Stop. J'ai ici le deuxième terme qui est égal au résultat. C'est donc le PGCD. Je fais les soustractions successives. À chaque fois, je prends les deux nombres les plus petits et je les soustrais. Qu'ils soient dans n'importe quel ordre. Hein. Si j'ai le plus grand ou le plus petit, ça n'a pas d'importance. Donc je peux écrire que PGCD 44, 20 est égal à 4. Là aussi, quand vous écrivez les deux nombres, 44 et 20, l'ordre n'a pas d'importance. Je peux aussi bien écrire PGCD de 20, 44 égale 4. Le problème de cette méthode, c'est que elle est assez facile d'utilisation, mais on se retrouve avec parfois beaucoup de soustractions. On peut avoir des situations où on a beaucoup plus de soustractions encore que cela. Il existe une deuxième méthode que nous allons voir. Dans cette méthode, on ne va pas parler de soustraction. On va parler de division. Mais rassurez-vous, on n'ira pas à des divisions après la virgule. On s'arrêtera à la division euclidienne. Vous vous souvenez de ce que c'est que la division euclidienne? Par exemple, si je fais la division de 45, la division euclidienne de 45 par 18, il y va deux fois, il reste 9. Donc la division euclidienne, on peut l'exprimer sous la forme 45 égale 18 fois 2 plus 9. 9 est le reste de la division euclidienne de 45 par 18. Trois est un diviseur de 45. 3 est un diviseur de 18. Ça veut dire qu'ici, dans ma division euclidienne, 45, il s'écrit 3 multiplié par quelque chose. 3 fois 15 en l'occurrence. 18, c'est bien sûr 3 multiplié par quelque chose. Ça veut donc dire que si je fais 45 moins 18 fois 2, ça s'écrit 3 fois quelque chose. En l'occurrence, 45 moins 18 fois 2, c'est bien sûr égal au reste, à 9. Ça veut donc dire que si j'ai un diviseur qui marche pour 45 et 18, eh ben, il marchera forcément pour 18 et 9, ou pour 45 et 9. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu avec la soustraction tout à l'heure. Si j'ai un diviseur qui est commun à 45 et 18, il est aussi commun à 18 et 9, au diviseur et au reste. Je peux continuer cette petite gymnastique. Donc si j'ai un diviseur commun à 18 et 9, il sera aussi commun à 9 et 0. Ben là, je peux arrêter. Quel est le plus grand diviseur commun à 9 et 0? Ben, le plus grand diviseur de 9, c'est 9. Bon, et de toute façon, 9, il divise 0.
tous les nombres divisent 0, à part 0 lui-même. 0 divisé par 9, ça me donne 0. Donc je fais mes divisions successives, comme tout à l'heure les soustractions successives, et dès que je trouve comme reste 0, je sais que c'est le dernier reste non nul qui est le PGCD. PGCD de 18 et 45, c'est 9. Cette méthode, on peut l'appeler la méthode des divisions. On l'appelle aussi de façon plus compliquée l'algorithme d'Euclide. Euclide, c'est un philosophe, un mathématicien grec, mais algorithme, vous êtes un peu habitué maintenant. Hein. Algorithme, si vous voulez, c'est une suite d'instructions. En appliquant la suite d'instructions proposée par Euclide, vous trouvez le PGCD. Voyons une application. On veut calculer le PGCD de 378 et 270. On va utiliser la méthode des divisions successives, ou l'algorithme d'Euclide. Bon, je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode, c'est la plus rapide. D'autant plus que, si vous regardez sur vos machines, par exemple sur ce type de machine, vous avez directement le résultat de la division euclidienne. Vous avez, vous voyez cette touche qui est en dessous de la touche annulation, ce symbole ici qui représente justement une division qu'on est en train de faire. Si on veut trouver les résultats de la division euclidienne de 378 par 270, seconde, la touche en question, 270, et vous voyez, j'ai directement le quotient et le reste. Sur ce type de machine, 378, vous avez ici la touche en question, divisé par 270, et vous avez le quotient et le reste. Le quotient 1, le reste 108. On peut donc écrire directement le résultat. 378 par 270, 1 et 108. Et là, je vous conseille vraiment, pour que ça devienne une habitude, pour pas que vous l'oubliez, vous mettez cette flèche, elle va vous aider, regardez. Et vous continuez les soustractions. 270, 108. Donc là, de la même façon, j'utilise ma calculette. 270, 108. Le quotient de 2, le reste 54. 2, 54. Et je mets ma flèche. Et je continue. 108 divisé par 54. Là, de la même façon, 108 divisé par 54, ça me donne 2 et le reste 0. Qu'est-ce que je sais? C'est que le PGCD, c'est le dernier reste non nul. 54. Donc terminé, PGCD de 378 et 270 est égal à 54. Écrire le quotient 126 sur 175 sous forme irréductible, ça veut dire le simplifier au maximum. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Si je trouve le plus grand diviseur commun de 126 et 175, j'ai plus qu'à l'utiliser pour simplifier la fraction. Je sais que j'aurais simplifié la fraction au maximum. Parce que s'il y avait un autre diviseur, ça veut dire que j'aurais pas utilisé le plus grand diviseur commun. Donc, premier travail, calculons le PGCD. J'utilise l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire la méthode des divisions successives. On démarre. 175. On prend la calculette. 175 divisé par 126. J'ai un quotient égal à 1 et j'ai 49 ici au reste. Je mets ma flèche. Je continue. 126 divisé par 49.
Attention, j'ai donc 126, 49, 2, il reste 28, ma flèche. 49 divisé par 28. 49 divisé par 28 reste 21, quotient 1. Et je mets ma flèche. Et on continue. 28 par 21. Il y va une fois, il reste 7. Je mets ma flèche. Et enfin, 21 divisé par 7, il y va 3 fois, il reste 0. J'ai terminé. Le dernier reste non nul, c'était 7. Donc le PGCD 226 et 175 est égal à 7. Maintenant, je peux écrire le quotient sous forme irréductible. Je vais utiliser 7 pour simplifier. J'ai 126 sur 175, c'est égal à 7 que je vais utiliser comme diviseur commun, c'est d'ailleurs le plus grand. 126 divisé par 7, ça me donne 18. 175 divisé par 7, ça me donne 25. Je simplifie par 7 et je trouve l'écriture sous forme irréductible. Nombre entier et rationnel. Bon, il existe différents types de nombres. Il y en a que vous connaissez depuis longtemps, par exemple les entiers naturels. Que je prenne 9, 7, 17, 0, ou bien même que j'écrive ces nombres entiers naturels sous une façon particulière. Racine de 4, qu'est-ce que c'est? C'est 2. C'est un nombre entier naturel. 15 tiers, c'est écrit sous forme de fraction, mais c'est égal à 5. C'est un nombre entier naturel. Et on les connaît, ces nombres, depuis l'école primaire, ça fait longtemps qu'on travaille avec. Vous connaissez aussi les nombres décimaux. 3,4 c'est un nombre décimal, 9,87 c'est un nombre décimal, 0,12 c'est un nombre décimal, 45 millième. Il est écrit sous forme de fraction, c'est 0,045, c'est un nombre décimal. Racine de 22,09 c'est 4,7, c'est un nombre décimal. Donc ces nombres, ils ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Bon, bien sûr, attention, tous les nombres entiers que nous avions vus précédemment, ce sont aussi des nombres décimaux. Rien ne vous empêche d'écrire 9 sous la forme 9,0. Nous sommes passés des entiers aux nombres décimaux et nous agrandissons encore la famille. Tous les nombres que vous pouvez écrire sous forme de fraction, ce sont des nombres rationnels, à condition, bien sûr, que le quotient que vous écriviez soit un quotient de nombre entier. Alors, si vous prenez 9 onzièmes, vous obtenez là ici un nombre qui n'est pas un nombre décimal. C'est un nombre avec une suite infinie de chiffres après la virgule. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a une séquence de chiffres qui se reproduit. 81, 81, 81, à l'infini. Alors, les nombres que nous avions précédemment, les nombres entiers, ce sont des nombres rationnels. 7, par exemple, je peux l'écrire 70 sur 10, ou 7 sur 1. 9,56, qui lui est un nombre décimal, je peux l'écrire sous la forme 956 centièmes. Donc la famille des nombres rationnels, elle englobe celle des entiers naturels et des nombres décimaux. Alors attention,
Il y a des nombres qui ne sont ni entiers, ni décimaux, ni rationnels. On ne peut pas les écrire sous forme de fractions de nombres entiers. Ce sont les nombres avec une suite de chiffres derrière la virgule infinie où vous ne trouvez pas une séquence de chiffres qui se reproduit. Si vous prenez par exemple le nombre pi, vous avez une suite évidemment de chiffres derrière la virgule et vous ne trouverez pas de séquence qui se reproduit. Si vous prenez 2/7, c'est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'expression sous forme d'écriture décimale, vous avez une séquence qui se reproduit ici. C'est 285 714, 285 714, etc. Dès que vous avez une séquence qui se reproduit, vous savez que le nombre est rationnel. Sinon, il sera irrationnel. Diviseur commun à deux entiers. Si on prend deux nombres entiers naturels, A et B, eh bien, un diviseur commun à ces deux entiers positifs A et B, ce sera un nombre entier qui divise A et qui divise B. Par exemple, 7, c'est un diviseur commun à 35 et 56. Pourquoi? Parce que 35 est un multiple de 7, 56 c'est un multiple de 7. 7 divise 35, 7 divise 56. 35 c'est 7 fois 5, 56 c'est 7 fois 8. Vous remarquerez que 1 c'est un diviseur commun à tous les entiers naturels. Tous les nombres entiers naturels sont des multiples de 1. Le plus grand des diviseurs communs de deux entiers naturels est nommé le PGCD, le plus grand commun diviseur de ces deux entiers. Prenons un exemple, on voudrait chercher le PGCD, le plus grand commun diviseur, de 8 et de 12. Bon, 8 c'est 4 fois 2, c'est 2 fois 2 fois 2, j'essaye de décomposer 8 au maximum. 12 c'est quoi? 4 fois 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 3. Les diviseurs de 8, il y a bien sûr 1. Et s'il y a 1, il y a 8 lui-même. 1 fois 8, 8. Et puis je regarde ce que je peux fabriquer. 2, 2 est un diviseur. 2 fois 2, 4, forcément un diviseur. Les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4, 8. Si je prends les diviseurs de 12, il y a toujours bien sûr 1 et 12 lui-même. Bon, quels sont les diviseurs que je peux fabriquer? Il y a 2, il y a 3, 2 fois 2, il y a 4, 3 fois 2, il y a 6. Donc les diviseurs communs à 8 et 12 sont 1, 2, 4. Et le plus grand, c'est 4. C'est ce qu'on appelle le PGCD de 8 et 12. Je l'écris sous cette forme. Deux entiers naturels non nuls sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. C'est-à-dire quand ils n'ont pas d'autres diviseurs communs que 1. Prenons un exemple. Les diviseurs de 5 sont 1 et 5. Les diviseurs de 12, on les a vus tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 5 et 12 sont premiers entre eux. Le seul diviseur commun, c'est 1. Le PGCD, le plus grand diviseur commun, c'est bien sûr 1. La recherche du PGCD. Il existe plusieurs méthodes qui vont nous permettre d'éviter d'écrire sans arrêt tous les diviseurs des nombres. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des soustractions successives. Si vous prenez le PGCD de deux nombres, A et B, eh bien le PGCD des deux nombres, ce sera le PGCD d'un des deux nombres, n'importe lequel, et la différence. Donc si un nombre divise A et B, il divise forcément leur différence A moins B. Par exemple 5, c'est un diviseur de 25 et 10, donc ils divisent forcément leur différence. 25 moins 10, soit 15. Donc, si on voulait calculer le PGCD de 66 et 48, si je fais la différence, 66 moins 48 égale 18.
je sais que le PGCD de 66 et 48, c'est le même que le PGCD de 48 et 18. Je continue. Le PGCD de 48 et 18, c'est le même que le PGCD de 18 et 30. Je continue mes soustractions. Le PGCD de 30 et 18, c'est le même que le PGCD de 18 à 12. Donc, finalement, la méthode, je commence par faire une soustraction, et je continue les soustractions en prenant à chaque fois les deux nombres les plus petits. Même si le grand nombre est à droite ou le petit nombre est à droite, ça n'a aucune importance. Vous continuez. Ici, par exemple, vous avez 30 moins 18 égale 12. Votre soustraction suivante, ce sera 18 moins 12. Et puis, j'arrive, à un moment donné, à une soustraction où j'ai 12 moins 6 égale 6. C'est-à-dire, j'ai ici le deuxième terme de la différence qui va être égal au résultat. Donc, ça voulait dire que le PGCD de 12 et 6 était le même que le PGCD de 6 et 6. Mais le plus grand diviseur commun à 6 et 6, c'est quoi? C'est 6 lui-même. Donc, vous arrêtez vos soustractions quand vous arrivez à l'égalité entre le deuxième terme de la différence et le résultat. À ce moment-là, vous savez que votre PGCD, c'est le nombre en question. Ici, le PGCD de 66 et 48, c'est donc 6. La deuxième méthode est celle des divisions successives. On l'appelle aussi l'algorithme d'Euclide, parce que c'est ce mathématicien grec qui a mis au point cette méthode. Il a établi la propriété suivante. Si on a deux entiers naturels tels que A, le premier, soit plus grand que B, eh bien, si le reste de la division euclidienne de A par B n'est pas égal à 0, à ce moment-là, on peut dire que le PGCD de AB, c'est aussi le PGCD de B et R. Alors tout de suite, un exemple pour mieux comprendre. Si je prends l'exemple de tout à l'heure, 12 et 8. Si je fais la division euclidienne de 12 par 8, c'est une division où je ne vais pas utiliser de chiffre après la virgule. Vous vous souvenez, la division euclidienne de 12 par 8, ça me donne 12 égale 8 fois 1 plus 4. 1, c'est le quotient de la division euclidienne, et 4, c'est le reste. Et le reste est forcément plus petit que le diviseur. Bon, je fais la division, 12 divisé par 8, il y va une fois, il reste 4. Eh bien, voilà ce qu'il dit, Euclide. Il dit que le plus grand diviseur commun qui fonctionne avec 12 et 8, eh bien, il va fonctionner aussi avec 8 et 4. Alors on peut vérifier, le PGCD de 12 et 8, on avait vu tout à l'heure que c'était 4. Sur cet exemple, le PGCD de 8 et 4, c'est bien 4. Donc la propriété là, elle est vérifiée. Donc il va continuer successivement les divisions pour parvenir à trouver le PGCD. Voyons cela. On veut ici calculer le PGCD de 288 et 84. Je commence par faire la division euclidienne de 288 par 84. J'obtiens comme quotient 3 et comme reste 36. Et je vais continuer successivement. Attention, qu'est-ce que je prends? Toujours le diviseur et le reste. Regardez cette flèche, pensez-y. Donc je fais 84 divisé par 36. Je fais la division euclidienne. Quotient 2, reste 12. Je continue. 36 par 12. J'ai un quotient égal à 3, mais j'ai le reste égal à 0, je m'arrête. De toute façon, je ne peux pas continuer. 12 par 0, c'est impossible. Donc, c'est le dernier reste non nul qui est mon PGCD. Donc ici, le PGCD de 288 et 84, c'est 12. Fraction irréductible. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction irréductible? Vous le savez, c'est une fraction que je ne peux plus simplifier. En fait, je ne peux plus trouver de diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, une fraction, elle est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. Il n'y a plus de diviseur commun à part 1. Un exemple, on voudrait écrire 60 sur 45 sous forme irréductible.
Si je divise le numérateur et le dénominateur par le PGCD, par le plus grand diviseur commun, je suis sûr que j'obtiendrai la forme irréductible. Parce que s'il y avait une autre possibilité de simplifier, ça voudrait dire que je n'ai pas utilisé le plus grand diviseur commun possible. Donc, pour obtenir la forme irréductible de 60 sur 45, il suffit que je divise le numérateur et le dénominateur par le PGCD. Le PGCD, il est égal à 15. Donc je peux écrire que 60 sur 45, c'est 15 fois 4, sur 15 fois 3. Je divise évidemment par 15 et j'obtiens 4 tiers. Et je suis certain, bien sûr, que la fraction 4 tiers est irréductible.